Laurent Roland Tonneikes, bonjour. Amel Arikpa, bonjour. Amis téléspectateurs internautes, bonjour. Dans l'actu décalé du jour, on s'intéressera à la promotion de la culture générale avec Jean-Eudes Agbemavo, ancien vice-président de la Fédération béninoise de Scrabble, Laurent Roland Tonneikes. Et pendant qu'on en est à parler de culture générale, parlons enseignement. Pour démarrer, allons à la dédompe littorale. Le chasseur a titré ce matin, la une va s'afficher dans un très court instant. Donc la une du quotidien Le Chasseur Info, où on apprend donc que la dédompe littorale déchire sa note sur la dictée matinale. Alors, je voudrais préciser que instaurer la dictée matinale n'est pas en fait un mauvais choix en soi, en réalité. Mais tout dépend de ce que j'appelle la hiérarchie. En réalité, quand vous êtes directrice départementale et que finalement, dans une certaine mesure, vous voulez prendre une telle décision, vous devez vous référer à vos supérieurs. Qu'ils vous souviennent que dans ce pays, le ministre Maoyon Kapo a pris des notes, qui vous souviennent, notamment le port de l'uniforme dans les collèges, et la note a été rapportée, et très vite d'ailleurs, qu'ils vous souviennent que notre puissant préfet du littoral a pris une décision. Rappelez-nous son nom. Alain Roula. Je ne veux pas parler du Tamboula, Alain Roula qui a pris notamment les transports en commun. Et ça a été rapporté très vite et on lui a même dit de ne plus prendre de notes jusqu'à nouvel ordre. Quand vous voyez tout ça et que vous êtes cadre, vous devez avoir une certaine conscience qui vous rappelle que, attention, vous avez une limite à ne pas franchir. Donc, malheureusement, il y a des cadres qui veulent être plus royalistes que le roi, assez zélés. C'est l'impression que cela vous donne. C'est l'impression que cela donne. Enfin, en réalité, dans le cas d'espèce, on parle de en réalité, le CEP ne se déroule pas. Je crois qu'un journal a écrit, le CEP ne se déroule pas que dans le département du littoral. C'est un examen national. Et donc, si une décision comme ça devait être prise, en réalité, ça devait être une décision nationale. Et ça devait émaner des autorités en charge de l'éducation, notamment le ministre, le gouvernement qui devait en parler certainement en conseil des ministres. Mais quand une directrice départementale en arrive à prendre une autre et impose ça d'ailleurs pour dire qu'à partir à 7 heures, alors qu'en réalité, on sait que les cours commencent à 8 heures, dans une certaine mesure. C'est vrai qu'en la matière, ça joue dans une certaine mesure. Je crois que ces situations doivent amener des cadres à réfléchir davantage avant de prendre des décisions. Et même si ces cadres pensent que ce qu'ils veulent faire, c'est la meilleure chose, autant mieux se référer au supérieur pour avoir l'aval du supérieur avant de pouvoir prendre une telle décision. En tout cas, le quotidien Le Chasseur Sinon, Info... la dictée nationale, ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais en soi. Mais toujours est-il qu'il faut toujours respecter le supérieur, faire part de sa proposition au supérieur, et puis à son supérieur hiérarchique. Et si ensemble c'est décidé, ça va être une décision appliquée, imposée au plan national, pas qu'un département. En tout cas, donc, comme je le disais, Le Chasseur Info nous dit qu'Alphonsine Gansa découvre l'inopportunité et l'illégalité de sa note 2 poids, 2 mesures. Vous parliez du fait que eh bien, la dictée, enfin, le CEP n'est pas départemental au Bénin. Le quotidien Fraternité aussi en a parlé ce matin, estimant que l'on assiste là à une décision salutaire qui passe en fait, c'est pas mauvais en soi, la parce qu'en soi, justement, la décision, elle n'est pas mauvaise, elle est salutaire. Après, oui, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. C'est vrai qu'il faut respecter l'autorité, il faut s'en référer à sa hiérarchie avant de prendre un certain nombre de décisions. Mais permettez, Laurent Roland Tonneikes, la dédompe littorale n'a les infos peut-être que concernant sa sphère de compétences. Et à partir de cet instant, n'est-elle pas fondée à prendre des dispositions pour corriger le tir quand elle estime qu'au détour, sinon qu'au sortir des différents examens de ces dernières années, ou en tout cas les résultats du dernier CEP, il est constaté que oui, le niveau des enfants vraiment pose problème.
le niveau des enfants handicapés pose problème sur le Oui, plan donc, national. elle cherche à Attendez, corriger. non. Pose problème Au plan dans son national, ça département. pose un problème. Oui, mais dans son département, elle fait le constat et elle cherche à corriger le tir. Elle cherche à corriger le tir, c'est qu'elle est nommée par quelqu'un. Mhm. Et donc, elle doit pouvoir se référer à la personne. Mhm. En réalité, ce dont on parle, ce n'est pas instaurer la dignité nationale pour corriger un fait qui est mauvais en soi. Mhm. C'est la procédure qui est mauvaise en Voilà, réalité. c'est la manière. La manière qui est mauvaise en C'est réalité. ça. C'est-à-dire que si on accepte une telle décision, c'est que tous les dédemptes peuvent se lever chaque jour pour prendre une décision, prendre une autre, pour imposer une Qui décision. auront des impacts après, voilà, sur Voilà, donc, des... dans une certaine mesure, si un tel choix doit être fait, ça doit être un choix national. Il faut espérer en tout cas que Alphonsine Gonça aura donc compris, on va dire quoi, retenu la leçon, puisque le chasseur parle d'un ballon d'essai d'une direction départementale mal élaborée. On y reviendra très certainement. Alors, enseignement toujours, hein, utilisation abusive de son label et de ses accréditations, les mises en garde du CAMES aux EPS et consorts. Laurent. Oui, beaucoup d'universités privées utilisent le label CAMES. En fait, vous allez voir qu'ils font la publicité, tel curricula de formation accrédité par le le CAMES. alors qu'en réalité, quand on va fouiller, c'est à peine 2 ou 3 qui sont accrédités par le CAMES. Et donc, alors qu'ils ont peut-être, ces universités, elles ont peut-être une multitude, une dizaine de filières, et donc à peine c'est 2 ou 3 qui sont accrédités, mais elles vous font croire que c'est toutes les filières qui sont accréditées. Donc il va falloir faire vraiment le ménage pour savoir qui fait quoi dans ce pays et qui ne fait pas quoi dans une certaine mesure, pour savoir, pour permettre aux parents de savoir où envoyer les enfants, parce qu'il ne sert à rien d'envoyer son enfant dans une université privée à coût de centaines de mille et que finalement vous vous rendez compte que l'université en question n'avait pas l'accréditation. Même parfois, ne sont même pas autorisés à enseigner ces curricula de formation au niveau par le ministère de l'Enseignement supérieur, la plupart du temps aussi. Donc, c'est plus que jamais le moment de faire le ménage pour limiter cette pagaille qu'on observe au niveau des EPS, des établissements privés d'enseignement supérieur. Parlons éducation toujours, Laurent Roland Antonin Kess, on reste avec le quotidien Le Chasseur. Alors, dans un contexte où on nous apprend, hein, la presse nous apprend ce matin que plus de 900 kg de cannabis ont été saisis par les éléments de la douane. Laurent Roland Antonin Kess, Le Chasseur, explique que des enseignants sont impliqués dans la prévention de l'usage de drogues et substances psychoactives en milieu scolaire. Oui, il faut associer les enseignants aujourd'hui parce que quand on regarde le milieu scolaire, le milieu académique à l'université, il y a beaucoup de personnes, de jeunes qui s'adonnent à cette mauvaise pratique. Et donc aujourd'hui, il va falloir associer les enseignants à cette lutte-là, très importante pour limiter les dégâts. Il y a une ONG qui a fait un travail depuis 2007, sauf erreur de ma part, et pour la lutte contre le tabagisme en milieu scolaire. Et il y a même une loi en la matière qui a été votée, mais je crois jamais promulguée ou bien promulguée, mais jamais appliquée. De toute façon, la loi a été déjà votée, je crois que c'est allé au palais. Entre-temps, on avait entendu dire que ça va être promulgué, après, pas d'application. Donc, c'est beaucoup de choses à régler aujourd'hui. Et quand excusez beaucoup, quand vous regardez un peu dans cette loi, il était fait mention de ce que ceux qui vendent du tabac et autres là, doivent être très loin des écoles, des centres de formation et autres. Mais est-ce que la loi là est respectée aujourd'hui? Il n'y a pas d'application. Donc, autant de choses qu'il faut faire, mais en même temps associer les enseignants à davantage surveiller nos enfants. Vous parlez de loi, justement, on va parler d'une charte avec le quotidien Matin Libre, Laurent Roland Antonin. Qu'est-ce projet serveuse et digne Amnesty mobilise autour d'une charte sur les droits des serveuses? Oui, et ça m'intéresse parce que les serveuses sont des personnes comme nous. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont, je dirais, assez pervers quand ils rentrent dans une buvette. Premier réflexe, c'est que la serveuse, c'est un objet pratiquement. C'est un objet à exploiter sexuellement, à volonté, à sa guise. C'est assez affreux parce que
une serveuse est venue faire un travail aussi pour gagner sa vie. Elle n'est pas venue vendre son sexe. Elle n'est pas venue vendre son corps. Malheureusement, certaines filles, oui, dans certaines buvettes, ont développé cette mauvaise habitude de s'exposer à tous les hommes qui viennent, tout comme si elles sont des marchandises, dans une certaine mesure. Mais il y en a qui ont des difficultés, et c'est compte tenu de leurs difficultés qu'elles se sont retrouvées là. J'en connais au moins 2, 3 avec qui j'ai échangé, qui ont des difficultés, et c'est les difficultés qui les ont amenées là parce qu'elles n'ont pas trouvé à faire dans une certaine mesure. Mais un cul d'âme qui a peut-être réussi à gagner 15 000 francs quelque part, vient s'asseoir, et puis se permet de commencer par passer sa main sur la fille. J'ai assisté à... Vous savez que quand vous parlez de 15 000 francs de gagner, vous exagérez parce que parfois il suffit d'avoir de quoi s'offrir une petite bouteille. Oui, mais... Pour aller s'asseoir dans un bar. Voilà, hier par exemple, pas plus tard qu'hier... Et se mettre à déranger ces pauvres dames, voilà, ces pauvres jeunes filles. J'en viens parce que pas plus tard qu'hier, j'ai quitté Sékou, je me suis arrêté au niveau des plaques, j'avais faim, je devais manger, je suis allé m'asseoir quelque part pour manger. J'observais de loin un monsieur qui est venu avec une moto, ça doit être un artisan. Il a déposé son apprenti dehors avec la moto. Elle est s'asseoir à l'intérieur. Et puis appelle une serveuse et commence pas à saluer la fille, commence pas à passer sa main sur la fille en rien. Pendant que l'apprenti qui l'a amené était dehors à attendre la moto. Et donc, j'ai regardé la scène de loin. Ça m'a tellement révolté. J'ai dit, voilà ce dont on parle. C'est-à-dire que son problème maintenant, il est venu, il veut satisfaire peut-être sa libido. Son problème, c'est voir la serveuse, mais l'enfant de truc qui le suit doit être affamé dehors en l'observant. Et ces personnes, dans ces buvettes-là, je crois qu'il faut mettre une loi pour sécuriser davantage les serveuses, pour que les serveuses dénoncent. Parce que cette pratique, c'est du harcèlement. C'est du harcèlement. Hein, pur et simple. Ça n'a pas autre nom. Donc, si on peut donner un pouvoir aux serveuses aujourd'hui, ça va amener les gens à maîtriser leur libido, à se contrôler et à respecter davantage les serveuses. Un jour, je suis allé dans un bar en train de manger avec ma mère. J'ai fini de manger, on finit de manger. Et il restait la monnaie. Ma mère a pris les billets, il restait, je crois, 400 dedans. Elle avait laissé dans le truc. Et on s'est levé. Moi, j'ai mis ma main dedans. Bon, ça fait quand même 10 ans déjà, 10 ans, 15 ans. J'ai mis ma main dedans pour prendre la pièce. Et elle m'a lancé. Peu sans fallait elle me gifler. J'ai esquivé. Elle m'a dit, mais celle qui a servi là, c'est l'enfant de ton père. Il faut la respecter. Ça, on appelle ça pourboire. Il faut lui laisser ça. Et sans rien attendre en retour. Est-ce que tu as compris? Et depuis ce jour... Il ne s'agit pas de laisser le fameux pourboire et de demander et de penser son numéro. Le numéro. Voilà. Donc, depuis ce moment-là, quand même je vais quelque part prendre une petite bouteille de coca, il reste 100 francs. Je laisse ça, je m'en vais. Donc, il faut respecter les services aujourd'hui. Moi, je pense que je militerai pour ça. Qu'on vote des lois pour que les gens respectent les services. Les services ne sont pas des chiffons. Ce ne sont pas des objets. Ce ne sont pas des objets sexuels qu'on peut exploiter à volonté. Malheureusement, nous avons développé cette mauvaise habitude. C'est consternant et c'est presque devenu une norme. C'est devenu, oui, c'est comme une norme en réalité. Et quand une serveuse ne veut pas jouer le jeu, ben, on se met à l'insulter. À l'insulter parce qu'on pense qu'elle n'a pas de valeur. Voilà. Parfois, certaines demandent carrément à ne plus être servi par cette dernière, par exemple. Parce qu'elle ne veut tout simplement pas faire le jeu. C'est ça. Donc, moi, je dis, les gens doivent pouvoir davantage développer cette culture-là, comprendre que la serveuse est une personne à respecter. Il y a des brebis galeuses dans tous les rangs. Il y a des filles que vous allez voir parmi les serveuses qui n'ont autre vision que de se vendre leur entrejambe, malheureusement. Mais il y en a qui ont des problèmes, qui se retrouvent dans ce secteur-là juste pour gagner de l'argent, aller se réaliser. Il y a des apprentis. J'ai rencontré une fille il y a 2 semaines avec un ami et l'ami a commencé à draguer la fille. J'ai appelé la fille, je lui ai posé la question. La fille a dit qu'elle a fini son apprentissage, elle n'a personne pour l'aider, elle est orpheline, mais elle veut de l'argent et donc elle est venue faire ça. Mais pendant ce temps, c'est que tous ceux qui sont passés, malheureusement, veulent tenter de lui prendre son numéro, veulent la toucher pour espérer avoir quelque chose d'elle. Je crois qu'on doit pouvoir travailler à cela et chaque citoyen doit pouvoir maintenant être un défenseur des serveuses en réalité. Bon, c'est vrai que les hommes pervers ne seront pas d'accord avec nous, ils ne seront pas défenseurs de ces filles. Mais moi, je pense que si on donnait une loi pour protéger davantage les serveuses, on va encourager les serveuses à dénoncer les vicieux qui pensent que quand on a un problème avec son épouse à la maison, c'est avec une serveuse qu'il faut venir satisfaire sa libido. Quand vous avez un problème avec votre épouse à la maison, réglez ça et restez avec votre femme. La serveuse n'est pas un objet sexuel.
Les serveuses ne sont pas des objets sexuels. Je pense que c'est une cause qui mérite réellement qu'on s'y attarde. Et nos plateaux sont ouverts, voilà, à toutes les Ouais. organisations non gouvernementales qui travaillent en la matière. N'hésitez pas à passer par notre canal, voilà, pour vous faire entendre. Laurent Roland Tonenquès, on va parler politique, mais pas maintenant. Pour l'heure, intéressons-nous à un autre fait d'actualité. Oui, allez-y. Avec le quotidien L'Indépendant notamment. Alors oui, je fais allusion à la politique parce qu'à la une du quotidien Matériel, il y a voilà, un titre très politique sur lequel on reviendra pour le moment. Intéressons-nous à la une du quotidien L'Indépendant. Vers la fin du transport mixte dans notre pays, le transport de passagers et de marchandises dans le même véhicule interdit au Bénin. Je crois que c'est une décision salutaire. Hein. Quand vous voyez ces taxis interurbains chargés assez de bagages et en même temps des passagers à l'intérieur, vous voyez même que la voiture est déséquilibrée, mettant en danger la vie des citoyens. Personne ne peut en parler. Et il suffit seulement d'une petite noix de pain sur une voie pour faire peut-être tomber cette voiture parfois. Et les dégâts sont énormes dans une certaine mesure. Si quelqu'un veut ramasser bagages, qu'il ramasse bagages. Si quelqu'un veut ramasser des citoyens, qu'il ramasse des citoyens, des usagers de la route, et fasse son trajet aussi facilement. Vous voyez, le véhicule est tellement chargé que vous me posez la question, parce que au niveau des dépressions, c'est là où on observe beaucoup plus le risque, le danger pour les usagers de la route. Et une telle décision doit être appliquée, sincèrement. On refuse, un taxi peut prendre des bagages, mais à un niveau donné, les sacs de voyage, un certain nombre de choses. Mais un taxi qui charge des marchandises en grande quantité et qui veut à tout prix aussi charger des passagers, il faut davantage décourager cela parce que ça va protéger au moins. Si on veut perdre les marchandises, on saura qu'on a perdu les marchandises. On ne peut pas perdre marchandises et usagers et passagers à la fois. On va s'intéresser à une autre décision prise par le gouvernement et qui suscite des réactions de ci, de là. Avec la cloche notamment, on apprend que la pose des mini-stations aux abords des routes à Cotonou eh bien, fait réagir donc des populations qui adhèrent à la décision mais craignent les griffes de l'enfer. Oui, quand on parle de mini-station, il va falloir vraiment étudier le projet pour savoir où mettre les mini-stations parce que n'oubliez pas que c'est un produit inflammable. Et donc, quand on sait que l'essence continue de faire voilà, ravage, et donc le risque est énorme dans une certaine mesure quand on ne sait pas comment poser les mini-stations en question. Il va falloir poser ces mini-stations. Où les poser Donc, il faut éviter que ce soit au milieu des agglomérations, parce qu'une petite détonation, c'est parti pour que toute une zone soit embrasée. Dans cette mesure, sachez que vous savez bien que dans une station, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, quelqu'un qui a sa maison à côté d'une station, qui manipule son portable, qui peut faire un certain nombre de choses, une petite étincelle peut faire exploser une station. Donc, il va falloir réfléchir sérieusement. Pourquoi ne pas peut-être trouver le mécanisme de placer ces stations au niveau des carrefours uniquement, pas devant des maisons, dans une certaine mesure. C'est une possibilité. Quand je prends le carrefour J'adore à Cotonou, par exemple, à Gbadjo-Mende, puisque Gbadjo-Mende, bizarrement, sous l'Ancien Régime, a été le site d'expérimentation. Il n'y a là rien de bizarre. Non, cette année, pour le même point. Maintenant, c'est encore la même région que la zone expérimentale. Je prends le carrefour J'adore, par exemple. Je prends le carrefour Jéricho, par exemple. Je prends le carrefour, comment vous appelez 16 ampoules. Bon, c'est ça. C'est qui J'adore 16 ampoules. Le carrefour Gbadjo-Mende là-bas. Et donc, au niveau de cette station et de ce carrefour, trouver un mécanisme pour voir si on peut placer les stations quelque part là, pour ne pas mettre en péril la vie des citoyens et des ménages. Évoluons avec les 4 vérités à présent. Laurent Roland Tonenquès, rôle et compétences des médiateurs. Le médiateur des Républiques présente le cas du Bénin à Moscou. Pascal Essou a eu plusieurs entrevues avec quelques-uns de ses pairs présents à Moscou pour nouer des accords de coopération. Laurent, oui, de la République. C'est une bonne chose. On sait que l'institution
instauré par Boni Yahi continue de faire beaucoup de choses. C'est vrai que l'institution ne communique pas beaucoup sur les cas de... On a tendance à penser que ce n'est qu'une institution de plus. Oui, mais il faut un travail énorme. Je crois que quand Yonofun partait, il y avait un bilan qui avait été fait, on a pu voir. Quand Père à son âme, Albert Evoyer aussi partait, on a eu 3 à 1 point. Donc, l'institution de travail, c'est peut-être... l'équipe travaille en toute discrétion. C'est vrai qu'il y a des affaires qu'on ne peut pas porter sur la place publique, des cas de médiation qu'on ne peut pas porter sur la place publique. Et puis aussi, on ne peut pas venir exposer sur la place publique des cas de médiation si les intéressés des différentes parties ne sont pas d'accord, ne veulent pas s'exposer. Donc, dans une certaine mesure, l'institution continue de faire son travail, vivement qui s'inspire au détour de ces accords de coopération, qui s'inspire des modèles dans les autres pays pour davantage être au service du peuple béninois, que le médiateur de la République s'intéresse davantage aux questions d'intrigue politique dans notre pays, pour régler les problèmes qui se posent et pour que nous puissions assister à une certaine accalmie de la classe politique. La politique dont on va parler, hein, comme promis, dans la suite de cette partie de l'émission. Mais pour le moment, on continue d'aborder d'autres sujets. Voilà. Comme celui-ci, par exemple, toujours avec le quotidien Les 4 vérités, débordement des eaux du bas-fond de Guadjé, Womé et Kokotoben. Le marché de Kokokodji inondé, les vendeuses appellent talons au secours, Laurent. J'ai posé ici le problème des études d'impact environnemental concernant les travaux d'urbanisation qu'on réalise dans notre pays. Parce qu'on a réalisé des ponts, d'accord, ça règle un problème, d'accord, mais ça en crée davantage. Et cela suppose que les études, peut-être à un moment donné, est-ce que ces études n'ont pas été biaisées à un moment donné? Parce que quand on fait bien les études, on ne peut pas vouloir régler un problème et en créer d'autres. Et ce qu'on crée aujourd'hui est encore plus grave que ce qu'on avait par le passé, malheureusement. Parce que ce qu'on avait par le passé, malheureusement, c'est qu'on avait des difficultés à circuler de, comment vous appelez, d'un point à un point, un point A à un point B. Mais maintenant, et là, il fallait un pont. Le pont est arrivé, malheureusement, le pont est arrivé, mais le pont met des familles en difficulté, toute une activité en difficulté. Pour le cas, par exemple, du marché de Kokokodji, par exemple, le marché n'était pas inondé. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, 4 ans, ce n'était pas inondé. Mais vous imaginez qu'avec ces ponts réalisés aujourd'hui, il n'y a plus l'eau, ne retrouve plus son lit normal dans une certaine mesure, est obligé de déborder pour aller inonder les maisons qui sont dans la zone, les maisons environnantes, c'est dans une certaine mesure. Mais en dehors de ça aussi, c'est que des personnes, et ça j'interpelle les autorités communales, quand on vend des domaines qui se retrouvent dans le lit de l'eau, de la circulation de l'eau, et que l'eau est obligée de stagner quelque part, il y a un problème. Quand je prends un exemple simple, le marché de Kokokodji, il y a des maisons cassées aux alentours du marché. Aussi longtemps que ces maisons ne seront pas cassées, c'est que le marché sera impraticable et vraiment impraticable les prochaines années. Il va falloir délocaliser. C'est vrai qu'il y a un marché qui est en construction de l'autre côté, mais les autorités communales sont interpellées ce matin. Le chef d'arrondissement de Goudomé est interpellé. Le maire de la commune d'Abou-Calavi est interpellée. La présidente du marché de Kokokodji, qui est aussi conseillère communale, est aussi interpellée parce qu'elle doit pouvoir dire à ses pairs, autorités, maires et conseillers communaux ou chefs d'arrondissement, le véritable problème de ce marché. Parce que les femmes crient, appellent Talon au secours, mais Talon ne viendra pas faire la magie. Si Talon vient, la meilleure option, la seule décision, c'est de venir casser. J'ai pu voir quelqu'un qui a réalisé un hôtel derrière le marché depuis des années. Et déjà à ce niveau, il y avait un problème de circulation de l'eau. Personne n'en parlait. Donc, je crois que quand les problèmes se posent, les gens, nos autorités doivent pouvoir s'asseoir et identifier les véritables problèmes et trouver les solutions adéquates. Autrement, nous allons crier, mais le problème ne va pas être résolu. Et quand vous prenez un peu les ponts qui sont réalisés aujourd'hui, c'est qu'il va falloir davantage étudier ce que ça peut entraîner dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Parce que si déjà on réalise un point que 1 an ou 2 ans, 3 ans après, il y a ça, imaginez dans 5 ans, imaginez dans 10 ans. Et quand on parle de changement climatique, imaginez quand on aura des pluies diluviennes pour 2, 3, 4, 5, 6 jours, comment est-ce que ces maisons vont vivre dans une certaine mesure. C'est autant de choses qu'il faut prendre en compte dans les études d'impact environnemental pour savoir maintenant, en voulant résoudre un problème,
est-ce qu'on n'en crée pas davantage dans une certaine mesure? Et quand on en crée, on estime, on voit qu'on peut en créer davantage, qu'est-ce qu'il faut faire pour contourner, pour ne pas créer davantage de problèmes pour les citoyens? C'est de ça qu'il est question. Et il s'agit donc d'apporter des solutions, en tout cas, aux populations. Laurent Roland Toninquez, des populations donc, qui appellent au secours, les vendeuses notamment du marché de Kokokodji qui appellent au secours des suites de l'inondation justement de ce marché. Ce qui est choquant, c'est que la mairie prend des tasses, Oui. donne des tickets dans le marché, les jours du marché, ils prennent de l'argent. Et c'est les agents de la mairie qui vont dans le marché pour voir ce qui se passe. Est-ce que ces agents ne font pas le point à leurs responsables, ceux qui les envoient? Est-ce que le maire n'est pas informé? Parce que cette situation perdue depuis, le chef d'arrondissement n'est-il pas informé? Ça a perdu depuis. Est-ce que leur père et leur collègue conseiller communal qui est responsable de ce marché ne leur fait pas le point? Et si elle leur fait le point, qu'est-ce qu'ils en font? C'est très important pour les femmes, parce que quand les images que j'ai vues il y a quelques jours, et les femmes qui sont obligées de porter des bottes pour aller au marché, et d'ailleurs même avec les bottes, elles sont encore pas à l'abri des maladies hydriques dans une certaine mesure. C'est autant de choses. Sans parler des morsures de serpents dans l'eau. De serpents, voilà, dans ces eaux, par exemple. Allez, autre fait d'actualité, il s'agit ici aussi de solutions à apporter aux confrères du groupe de presse La Gazette du Golfe, Laurent Roland Toninquez. La Cour se prononce aujourd'hui, dit le quotidien Les Quatre Vérités, sur la suspension de la Gazette du Golfe. Souhaitons qu'aujourd'hui, la Cour rende une décision favorable à nos confrères de la Gazette du Golfe, parce qu'un média qui est fermé, c'est des pères de famille qui sont en difficulté, c'est des mères de famille en difficulté. Et je ne trahis conséquent en disant que depuis que ce média est fermé, parce que nous sommes dans du privé, et le privé recherche son profit. Système capitaliste, nous a-t-on dit, donc dans une certaine mesure, tant que le promoteur n'a pas les moyens, il n'a aucun intérêt à payer les salaires dans une certaine mesure. C'est clair. Donc, il va falloir que ce média reprenne du service pour que nos confrères, nos consorts ne se retrouvent pas, excusez, dans des situations de difficulté où ils ont du mal à joindre les deux bouts et à même, je veux bien me croire que, je veux bien espérer que nos confrères et consorts ont eu de facilité à inscrire leurs enfants, à les envoyer à l'école en cette année scolaire 2023-2024. C'est clair que non. Donc c'est difficile. Quand vous parlez de facilité, c'est clair que non. Vous voyez, dans donc, un contexte pareil, c'est pas évident. C'est difficile. Donc un média qui est fermé, c'est très important, c'est difficile. C'est vrai qu'on reproche un certain nombre de choses à, comment vous appelez, le Golf TV, le groupe de presse de la Gazette du Golfe. Est-ce que ce qu'on lui reprochait en la matière valait vraiment la peine de suspendre jusqu'à nouvel ordre? C'est la Cour qui nous dira aujourd'hui, mais vivement que les sages de la Cour regardent un peu ce que ça crée comme de problème pour les confrères, mais en même temps, l'image du Bénin, parce que en arriver à dire que le Bénin, au niveau du Bénin, un média est fermé, ça ne n'honore pas le Bénin. Et ça nous fait reculer dans le classement de Reporters sans frontières chaque année. Après, on dira que le travail de Reporters sans frontières n'est pas objectif, alors qu'en réalité, il y a bien des faits qui prouvent que, oui, on peut dire que le Bénin a reculé en termes de liberté de presse. Laurent Roland Toninquez, il est venu à présent le moment de parler politique. On va finir par un ou deux mots de politique très rapidement avec le quotidien Libération, par exemple. On apprend que chosifié, bafoué, humilié et descendu de son piédestal, l'autre nous crache sur le BR et son président. Je voudrais rappeler à l'autre nous ce matin qu'il nous a dit que quand il était allé en prison, qu'il a rencontré Allah. Oui. Et du coup, il est devenu Abdou Razak. Et donc, quand on a rencontré Allah en prison et qu'on change de nom, et on fait son baptême, et on devient musulman, dans cette mesure, on est en droit d'être, puisque quand on rencontre Dieu, on est habité par la sagesse. Il faut qu'il retienne la leçon de ce qu'il est allé en prison une fois, deux fois pour cette déviance politique dans une certaine mesure. Et s'il reprend du service, je crois que ce n'est pas bon pour lui. Ce n'est pas bon pour lui, je ne lui souhaite pas le malheur. Mais j'estime fondamentalement que l'autre nous veut aller parfois dans tous les sens pour se faire remarquer. Mais en face, qu'il n'oublie pas que ceux avec qui il a fait pour se faire remarquer aussi ne sont pas des... Je le dis, hein, c'est avec Boniaï qui se sont permis de faire n'importe quoi et n'importe comment dans ce pays.
parce que vous vous souvenez que la même stratégie qu'il utilise, il avait utilisé avec Boni, qui avait fléchi à l'époque pour lui accorder des facilités. Mais s'ils pensent que je leur dis toujours, c'est Boni qui a été l'intrus qui a fini par découvrir la maison, avec qui ils se sont permis de s'amuser à volonté, en montrant qu'ils étaient des acteurs politiques, observateurs, je ne sais quoi, n'importe, avec tous les attributs qu'ils voulaient se donner à l'époque. Mais avec l'équipe en place, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, l'autre nous ferait mieux de se discipliner parce que cette fois-ci, les gars, parce que quand ils commencent à dire des trucs comme ça, parfois, ils ne se contrôlent pas au point où ils disent des choses qui peuvent le remettre qui peuvent le mettre en difficulté. Donc, s'il y a des gens qui pourraient le conseiller, c'est mieux de le conseiller pour lui dire, il n'a qu'à se calmer un peu. Quand on rencontre véritablement Dieu, on est habité par la sagesse. Quand on rencontre véritablement Dieu, on est habité par la sagesse, dites-vous, Laurent Roland Tonnet. Caisse politique toujours, autre fait d'actualité, hein, et celui-ci a l'air d'être habité également par la sagesse. Éric Rondeté, notamment, qui eh bien, a été interviewé par les confrères de Radio France Internationale par rapport au changement intervenu donc, à la tête de la formation politique. Les raisons donc de ce changement justement ont été apportés par Éric Rondeté avec Dabarou, on peut lire ce matin. Alors, formation politique, les démocrates, Rondeté justifie l'élection de Yayi à la tête du parti. Il n'a pas fait que ça. Avec Maté Libre, on peut également apprendre ce matin qu'il précise qu'il faut revoir les lois électorales. Oui, les gens tentent d'opposer à tout prix Éric Rondeté et Boni, ce qui est malheureux. C'est vrai que c'est le propre du Béninois politiquement parlant. Mais le monsieur fait tout pour ne pas réagir, mais on pense qu'il doit réagir parce qu'on l'a brimé, on l'a marginalisé, on lui aurait arraché. On lui a arraché. Alors que le monsieur tente d'expliquer. Et je crois que oui, les gens ont intérêt à ce que Boni et Éric Rondeté ne s'entendent pas maintenant parce qu'on sait que c'est un tandem qui pourrait faire mal dans certaines mesures. Et donc, il y a raison, vraiment matière à semer le trouble. À semer le trouble entre les deux personnalités. Mais je crois que les gens feraient mieux d'aller travailler sur le terrain, de se mobiliser et de laisser Éric Rondeté et Boni aussi travailler à mobiliser les troupes. Et en 2026, le peuple avisera dans certaines mesures. Mais notamment concernant les lois électorales, je pense sincèrement aussi qu'il faut revoir ces lois électorales. Dans une certaine mesure, il y a un certain nombre de dispositions qu'il faut revoir malheureusement aujourd'hui pour s'assurer que les élections se passeront dans la quiétude en 2026, dans une certaine mesure. Et que on ne nous sorte pas aussi de nouveaux systèmes à la... comment vous appelez, au certificat de conformité, comme on a pu sortir en 2019 pour écarter les gens. Donc, il y a tellement de choses à faire aujourd'hui pour préparer le terrain pour que tout se passe dans la paix en 2026. Donc, quand il dit qu'il faut revoir les lois électorales, oui, même les acteurs au pouvoir savent très bien qu'il faut revoir les lois électorales. De toute façon, il y a des dissolutions aujourd'hui. Ceux qui sont au pouvoir, qui profitent de la grâce, de l'aura de Patrice Talon ne comprendront pas. C'est quand ils se retrouveront dans l'opposition et que les mêmes lois leur seront appliquées, que les mêmes viendront vous dire qu'il faut changer dans certaines mesures. Je ne vais pas citer d'anciens présidents qui aient pris des lois par le passé pour empêcher certaines choses, mais qui a fini par subir ça dans certaines mesures à la tête du pays. Donc, il y a dans une certaine mesure des choses à faire. Les gens feraient mieux de comprendre qu'une loi, c'est pour la postérité. Une loi n'est pas votée pour régler un problème maintenant. On règle un problème, d'accord, mais est-ce que cette loi sera valable dans la postérité? Est-ce que, pour la postérité, est-ce qu'aujourd'hui, on est sûr que si, par exemple, on se retrouve de l'autre côté, cette loi nous arrange dans une certaine mesure? Quand on fait tout ça, on sait qu'on doit pouvoir voter des lois qui engagent tout le monde et pour l'avenir. Boni Yayi, président du parti politique Les Démocrates, c'est un fait d'actualité qui continue de faire réagir. Laurent Roland Tonnet, indépendant, écrit ce matin, alors que Talon est obsédé par la construction du pays, le développement du Bénin n'est pas une préoccupation pour Yayi Boni. La haine et le régionalisme mettent notre pays en danger. Alors, je crois que quand on dit ça, c'est comme si on veut dire que Boni n'a rien fait à la tête du Bénin. En disant Boni a fait ce qu'il pouvait. Et malheureusement, les gens, à tort ou à raison, ou peut-être, je ne sais pas, ça peut pas dépendre de leur position,
penseront que je suis un avocat de Boni. Encore que je l'ai critiqué à maintes reprises sur ce plateau. Mais comme les gens ne veulent voir que ce qu'ils veulent voir pour critiquer, ils n'ont qu'à critiquer. Mais j'estime fondamentalement que la grande partie, et j'insiste là-dessus, de ceux qui ont foutu le bordel avec Boni sont encore dans le pouvoir, avec le pouvoir en place. J'insiste là-dessus. Et j'assume, la grande partie de ceux qui ont foutu le bordel à la tête du Bénin avec Boni sont avec le régime en place encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en exil, il y a des gens qui sont dans l'opposition maintenant, qui ne sont pas le pouvoir, mais il y a des gens qu'on connaît, qui sont avec Patrice Talon aujourd'hui. Donc, quand on se met pour faire le procès de Boni seul, alors qu'en réalité, les mêmes personnes qui ont foutu le bordel. Mais écoutez, hier, je parlais avec quelqu'un qui disait comment est-ce que les gens géraient, par exemple, le milieu culturel, avec des gens qui sont encore là aujourd'hui. Ben, je pense sincèrement qu'on doit pouvoir maintenant commencer par s'asseoir et se dire la vérité en face pour que les gens disent, attention, cessons de faire de la fixation sur Boni. Patrice Talon est en train de finir son mandat. Boni ne peut plus jamais, en tout cas, ne peut jamais être candidat, puisque la loi est claire là-dessus. Mais c'est un acteur politique qui a aussi son mot à dire toujours sur la scène politique dans une certaine mesure. Quand on voit en Boni du régionalisme, quand on voit en lui, je ne sais pas, un haineux dans une certaine mesure, écoutez, nous parlons de quelqu'un qui a une notoriété au plan national. Et même au-delà. Et même au-delà. Dans une certaine mesure. Boni partout au Bénin, il y a on aura au moins un citoyen qui l'aime. D'accord? Qui l'apprécie. Et qui, à cause de lui, peut aller mettre un bulletin dans les urnes. Et donc, c'est un choix stratégique pour le Parti des démocrates de le prendre. On ne dira pas que c'est du régionalisme dans une certaine mesure. Encore que, quand on parle du régionalisme, parlons-en quand même. On ne peut pas faire ce débat aujourd'hui. Ce débat, c'est-à-dire que chaque régime vient avec ses problèmes, ses forces, ses faiblesses. On ne va pas empêcher quelqu'un de se mettre dans la balance, pour peser pour sa fonction politique. Ce n'est pas parce que dans telle ou telle région, dans telle ou telle autre région. Donc, dans cette mesure, moi, je pense qu'on fait trop de la fixation sur Boni. Il a fini à la tête du pays. Il a peut-être quelque chose encore à apporter à sa fonction politique. Laissons-le. L'essentiel, c'est qu'en son temps, s'il a des discours régionalistes, on va ici aussi faire le procès et lui dire que ce n'est pas bien. S'il y a des élans ethnocentriques, on le lui rappellera également le débat. Allez, ça sonne également très mal, cette arrivée de Boni à la tête du Parti des démocrates pour l'honorable Richard Alosoron, puisque Yahi Boni n'est pas le seul à intégrer le bureau exécutif du Parti des démocrates. Il y a aussi son fils. Pour l'honorable Richard Alosoron, selon Libération, ça sonne très mal, c'est faire le lit pour le népotisme. Je suis au regret de dire ce matin que c'est un député qui ne connaît pas l'histoire politique de ce pays, malheureusement. C'est-à-dire sous Mathieu Kérékou, président de la République, Modeste Kérékou était étudiant, a été positionné, a été élu député. Il était où? Peut-être qu'il n'a pas cette information. D'accord? Sous Patrice Talon a nommé tout récemment son fils. Il était où, député? Il n'a pas vu ça? Je crois qu'on doit pouvoir éviter de faire de la fixation sur certains acteurs politiques. Oui, après, ce n'est pas parce que cela a été fait par le passé que c'est quelque chose. Mais c'est actuel. Bon, maintenant, c'est actuel. Maintenant, c'est actuel. Patrice Talon a encore pouvoir. Il a nommé son fils. C'est encore actuel. Bon, je ne parle même plus de Kérékou, de Modeste Kérékou. Je parle de l'actualité. Patrice Talon, le président de la République, a nommé son fils. Parce qu'on pourrait aussi donner l'exemple du parti La Renaissance du Bénin. Non, c'est avec tout ce qui a pu s'y passer. Mais, parce que vous parlez du passé, je laisse le passé, je parle de l'actualité. Patrice Talon, président de la République du Bénin, a-t-il nommé son fils en conseil des ministres, oui ou non? Ça existe ou bien ça n'existe pas? Ça existe. Donc quelqu'un qui traite Boni de népotisme parce que son fils se retrouve dans le bureau politique. Enfin, il dit que cela fait le lit pour le népotisme. Non, mais écoutez, cette manière de faire. C'est pour vous dire quoi? Et évitons tous ces débats-là. Vous voyez, évitons tous ces débats-là. Allons travailler véritablement pour la paix des Béninois, pour le mieux vivre des Béninois. Député, il a un rôle à jouer. Allez interpeller le gouvernement sur les questions essentielles de ces communautés, notamment dans le Koufo, dans une certaine mesure. Ce n'est pas venir dire des trucs comme ça. Parce que quand il le dit, c'est comme si nous, il y a des gens qui ont c'est comme si nous autres, peut-être, nous avons de la pierre à la tête du cerveau. On voit ce qui se passe dans une certaine mesure. Non, et puis, Boni
président, son fils dans la formation politique. Si les gens ne sont pas d'accord, vous allez voir d'ici quelques jours, ils vont monter au créneau pour dénoncer dans certaines mesures. Donc, quand on veut à tout prix faire de la fixation sur un homme politique, il faut malheureusement de la publicité pour Boni Yayi. C'est ça le drame. En tout cas, en attendant, les enfants de président n'ont pas la paix. Laurent Roland, Matin Libre, qui a titré ce matin, on va finir là-dessus. Politique nationale, la croix des enfants de président. Je parlais de Yali Soglo tout à l'heure, dont on voit la photo à la une du quotidien, et puis Chabi Yayi aussi. Oui, enfant de président, et c'est ce qu'on dit en réalité, c'est-à-dire que parce que là, Richard Alassane est en train de voir le cas Boni Yayi sans pouvoir voir le cas de la formation politique à laquelle il appartient. Malheureusement, c'est-à-dire qu'on fait la fixation, on a beau faire de critiquer. Oui, mais jusqu'à nouvel ordre, on n'a pas encore des informations comme quoi le fils du chef de l'État est responsable dans une des formations politiques. Non, mais je n'ai pas cette information. Non, il est nommé quelque part quand même. Oui, mais en conseil, d'administration. Non, écoutez, mais pourquoi vous voulez dédouaner? En réalité, il parle de quelque chose et je lui rappelle pour qu'il comprenne qu'il doit ravaler ce qu'il a dit là. Ça ne se dit pas. En fait, c'est des acteurs politiques à qui il faut donner des leçons pour le dire. Avant de prendre la parole, vous prenez l'histoire du Bénin, vous étudiez. Je vais parler juste de 2-3 cas. Il y a bien d'autres cas. C'est-à-dire que si on veut bien faire le débat dans une certaine mesure, il y a des gens qui ont occupé des responsabilités par le passé et qui ont travaillé à ce que leur fils prenne la relève. Ça, c'est connu, on le sait. Richard, en la matière, il n'y a rien de dérangeant. Donc, c'est pour... de dérangeant. Voilà, donc allez dire à l'honorable Richard Alassane que, avant de parler, de prendre la parole... il s'agit juste de ne pas imposer. Après, voilà, non, mais je dis, l'enfant a les compétences et les qualités qu'il faut. Dites à l'honorable Richard Alassane qu'avant de se prononcer en tant qu'élu parlementaire, il faut tenir compte de l'histoire de politique de son pays. Allez voir si entre-temps, quels sont les facteurs qui peuvent amener ça. Oui, revenons sur le cas des enfants donc, de président. Oui, ils seront, le lourd héritage, oui, en 2-3 mots. Ils seront mal vus tout le temps. C'est-à-dire qu'il va falloir pour eux... Évidemment, ils sont comptables de la gestion. Ils doivent avoir la carapace assez dure. Oui, dans cette année, parce que quand on prend Léa Lissoglo, Gali Soglo, ils subiront, en tout cas, la pression de ceux qui n'ont jamais aimé leurs parents. On sait très bien comment ça se passe. C'est pareil pour les enfants de Boni Yayi dans une certaine mesure. C'est pareil pour les enfants du général Mathieu Kékou. C'est pas parce que Modeste Kékou est au pouvoir qu'il faut penser que la vie est rose pour tous les... Très discret d'ailleurs, un peu trop. Oui, c'est pas pour ça, c'est pas parce qu'il est au gouvernement qu'il faut penser que tous les enfants du général Kékou, Mathieu Kékou, pardon, sont aussi en paix, ont la quiétude nécessaire. Donc, dans une certaine mesure, il y a cette étiquette qu'on leur colle. C'est-à-dire que la gestion de leur paix c'est pareil pour Lionel Talon, parce que moi, je n'ai pas mal vu le fait que Talon ait nommé le type-là. J'en parle parce qu'un député n'a pas l'information et en parle d'une manière au point de vue. Il a l'information. Après, il a choisi de... Il s'exprime sur le cas du Parti des démocrates. Je pense que quand on lui posera la question, peut-être que quand on lui posera la question par rapport au cas de la RBI, il se prononcera. Quand on lui demandera par rapport peut-être au cas du président Talon, il se prononcera peut-être ou pas. C'est son droit de se prononcer sur le sujet de son choix. Merci Laurent. De toute façon, on ne va pas faire la question des enfants du chef d'État. Si les enfants ont les compétences, qu'on peut les promouvoir, il faut les promouvoir. Que les gens ne pensent pas que c'est nécessairement du népotisme. Quand l'enfant a les compétences pour qu'on le promeuve, il faut le faire. Il faut le faire tout simplement. Donc pour dire que je n'ai rien contre l'administration de Lionel Talon, c'est parce qu'un de vos députés a mal parlé que j'ai répondu. Merci à vous Laurent Roland, Tony Kess.